Avant de parler de Métropolis, il est important de recontextualiser un petit peu la production du cinéma allemand dans les années 10 et les années 20. En 1917 est fondée la UFA, Universum Film AG, qui a un objectif très précis de départ, qui est de contrôler un petit peu la production. On se rend compte que le cinéma est un média extrêmement populaire et qu'on peut y véhiculer un certain nombre d'idées, et donc on va essayer de contrôler un petit peu cette prise de parole, et la UFA va devenir un organisme extrêmement important qui, par une série de fusions et d'acquisitions, va réussir à acquérir un certain monopole. Le deuxième objectif, c'est celui de s'exporter et de créer une sorte de soft power, exactement sur le modèle de ce qui est en train de se créer à Hollywood, de manière à faire rayonner l'Allemagne au niveau international. Grâce à ce monopole, la UFA va devenir extrêmement importante, et dans la ville de Potsdam, on va avoir une série de studios qui vont être construits et un quartier, Babelsberg, qui est vraiment l'équivalent d'Hollywood, dans lequel on va retrouver cohabitation entre les grands studios dans des gigantesques hangars et des villas de stars, etc., etc. Pour ça, on a toute une stratégie qui se met en place, et notamment une stratégie transmédia. C'est-à-dire que la UFA va mettre en place son propre studio et aussi sa maison d'édition, dans l'idée d'attirer des auteurs et de les faire écrire des romans, dans l'objectif déjà second de pouvoir les adapter par la suite. Au sein de cette structure, on va avoir Fritz Lang, qui est déjà une valeur sûre à la fin des années 20, dans la mesure où dès 1921, il a réalisé Les Trois Lumières, puis il a enchaîné avec Le Docteur Mabuse en 1922, et surtout, en 1925, il a sorti Les Nibelungen, qui est un projet extrêmement ambitieux, un diptyque qui va durer 5 heures, et dans lequel on va aborder toute la mythologie et les légendes germaniques, donc Siegfried, Kriemhild. Le film va avoir un certain retentissement puisqu'il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont mis en place, des décors gigantesques, des reconstitutions et une bataille assez épique avec le dragon tout en animatronique qui va beaucoup impressionner et qui va faire montre d'un véritable savoir-faire du cinéma allemand. Simplement, la UFA se rend bien compte qu'on est ici dans une esthétique assez locale et qu'il s'agirait peut-être de trouver des sujets qui soient plus exportables au niveau international. À cette époque se crée un partenariat avec le cinéma américain, les grands studios, notamment Universal, Paramount et la MGM, qui est une sorte d'accord bilatéral. La UFA s'engage à distribuer sur son territoire un certain nombre de films américains. Les studios américains feront la même chose et ils vont injecter des liquidités puisque 4 millions de dollars vont être investis dans la UFA. Ce qui va lui permettre de se remettre le pied à l'étrier parce que c'est une structure qui est criblée de dettes en réalité à l'époque et qui est dans une sorte de fuite en avant en essayant de proposer toujours de plus grands projets. Dernier point à mentionner, Thea von Harbou, au sein de cette structure, est une scénariste qui a là aussi un rôle très important. Elle a déjà beaucoup travaillé avec la UFA et elle rencontre Fritz Lang, qui est à l'époque assistant réalisateur sur un des films dont on adapte le scénario, et ça va être un coup de foudre entre eux. Elle est mariée, elle divorce, et ils vont attendre tous les deux que le mariage de Fritz Lang arrive à son terme, ce qui va être le cas dans des circonstances assez troubles, puisque la femme de Fritz Lang va décéder dans des circonstances qui n'ont jamais été totalement élucidées. Elle meurt à cause d'une arme à feu. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un homicide? Les circonstances sont obscures et on ne parviendra jamais réellement à savoir ce qui s'est passé. En tout cas, c'est un élément qui entra de manière assez récurrente Fritz Lang, qui se confiera à certaines personnes lors de sa carrière américaine et qui pourrait expliquer l'une des obsessions qu'il a pour la culpabilité dans son cinéma et surtout dans la période américaine. Il n'empêche qu'ils feront 11 films ensemble et ils travailleront jusqu'au départ de Fritz Lang en 1933 ensemble. Le projet, donc Métropolis, dans la logique de la UFA, est avant tout un roman. C'est un roman qui paraît en 1926. Alors un roman, pour ceux qui l'ont lu, qu'on reconnaît assez mièvre, très populaire, et qui est déjà de toute façon pensé pour une adaptation. D'ailleurs, le tournage commencera avant même que le roman soit publié. Et il va avoir droit à une seconde parution, là aussi assez intéressante, puisqu'il paraîtra dans les magazines et il sera accompagné d'une série de photographies du tournage. Et très clairement, on va avoir un grand travail médiatique qui va être mis en place par la UFA pour événementialiser la future sortie du film.
Donc évidemment, il va y avoir une série d'adaptations, le film va réduire un certain nombre de personnages secondaires, et on va avoir des personnages un petit peu moins complexes. Le personnage de Fredersen, il est un peu plus ambivalent dans le roman, et surtout le personnage qui s'appelle Futura, le robot féminin dans le roman, a moins cette vocation à une histoire d'amour que on ne le trouve dans le film, et on est plus dans ce projet qui évoquait un petit peu d'une future civilisation d'Ubermensch, de surhomme, qui aurait vocation de remplacer l'humanité. En 1924, Fritz Lang et Erich Pommer, qui est le producteur du film, vont faire un voyage déterminant aux États-Unis. Ils vont notamment découvrir la fameuse skyline de Manhattan en arrivant sur le continent américain, et c'est évidemment une vision qui va contribuer à l'imaginaire du film. Fritz Lang, qui a beaucoup raconté d'histoires arrivées aux États-Unis et qui a eu une tendance à inscrire une forme de légende, prétendra que c'est en découvrant la skyline de Manhattan que lui vient l'idée de Metropolis, ce qui est faux, le projet est déjà bien avancé. Il n'en demeure pas moins que la vision de cette ville en verticalité va évidemment avoir une incidence fondatrice sur la création des décors. Alors évidemment, à l'époque, on n'a pas tous les buildings tels qu'on connaît, la Chrysler Tower n'existe pas, ni l'Empire State Building. Il n'en demeure pas moins qu'on a quand même des buildings qui existent. Vous avez notamment la Woolworth Tower qui culmine déjà à 241 mètres et qui commence à donner son identité à la presqu'île de Manhattan. L'autre élément déterminant, c'est que justement, lors de son voyage aux États-Unis, Fritz Lang va voir un certain nombre de films. Et des films qui font état d'une belle inventivité en termes d'effets spéciaux. Le premier, ça va être Le voleur de Bagdad de Raoul Walsh en 1924, qui multiplie les effets spéciaux dans toute cette imagerie un peu orientaliste et qui va beaucoup impressionner le public. D'ailleurs, à l'époque, on retrouve aussi, comme ce sera le cas pour Metropolis, quelques petites gravures dans les magazines qui expliquent certains effets spéciaux et tous les moyens techniques qui ont été déployés pour mettre en place le film. Et un certain nombre d'autres films vont l'impressionner. On a notamment au niveau des décors, Le fantôme de l'opéra de Rupert Julian qui sort aussi lui en 1925 et qui là aussi mobilise de très grands travaux pour toute la façade de l'opéra et des décors absolument luxuriants. Et enfin, autre technique qui sera déterminante dans la création de Metropolis, celle de la stop motion, c'est-à-dire de faire avancer image par image. C'est dans Le Monde perdu d'Harry O. Hoyt qui sort en 1925 et qui est le premier film à faire vivre les dinosaures à l'image. Pour le film, de retour en Allemagne, Fritz Lang va convoquer toute l'équipe technique qu'il a eue déjà sur les Nibelungen. Ce sont clairement les meilleurs d'Allemagne et Fritz Lang a toujours reconnu volontiers leur apport. Donc que ce soit pour les effets visuels, les décors et les costumes, il retravaille avec une même équipe qu'il connaît bien et à laquelle il va adjoindre un certain nombre de nouveaux collaborateurs. C'est le cas de Karl Freund, le chef opérateur de Murnau sur Le Dernier des Hommes en 1924, qui est à l'origine de ce qu'on a appelé après la caméra déchaînée. La caméra, jusqu'alors, est rivée à un socle extrêmement lourd, et là, l'idée, c'est de la faire s'affranchir de la gravité habituelle. On a une caméra qui traverse des fenêtres, qui parcourt des façades, qui est tenue à des câbles, et qui va rentrer en osmose avec la psychologie tourmentée du personnage. Et c'est quelque chose qui va évidemment faire sensation à l'époque. Karl Freund va s'associer avec Gunther Rittau, l'opérateur du deuxième négatif, et ils vont faire des miracles en termes d'effets spéciaux. Alors, on n'aura pas des mouvements aussi impressionnant et en roue libre que ce qu'on a pu avoir chez Murnau, mais on retrouve quand même certaines traces. Vous avez notamment à un moment un système de balancier où la caméra est littéralement placée sur un balancier pour aller vers le personnage. On le voit quand on va chercher Frédéric qui est sur sa petite plateforme au-dessus de l'escalier au moment de l'explosion. Et c'est évidemment toute cette collaboration qui va aboutir à cette débauche d'effets visuels que sera Metropolis. Il faut aussi saluer le travail de la costumière qui s'appelle Anne Wilcolm et qui a seulement 22 ans à l'époque. Elle travaillait en fait en tant qu'assistante du costumier principal sur les Nibelungen, qui est décédé durant le tournage, et elle a dû le remplacer au pied levé. Elle a fait un travail qui a absolument convaincu tout le monde. Et elle se retrouve donc à la tête d'une production absolument gigantesque, avec la nécessité de construire des centaines de costumes, et le défi, en plus, de devoir imaginer ce que seront les costumes des années 2000, puisque le film est censé se passer 100 ans plus tard, et aussi de trouver une distinction entre les classes sociales, le tout bien entendu dans un film qui sera en noir et blanc, ce qui ne va pas être sans causer de sacrés nœuds au cerveau. Elle travaillera notamment beaucoup les textures pour essayer de voir justement comment on pourrait associer les costumes et la légèreté par rapport aux élites, tandis qu'on serait dans quelque chose de plus rêche et de plus lourd à porter pour les classes laborieuses.
Pour le casting, on va travailler avec des nouvelles recrues. Brigitte Helm, donc qui va jouer Maria, a simplement envoyé sa photo au studio et elle est auditionnée comme un certain nombre d'entre elles. L'audition consistant à la mettre devant une caméra au sein d'un grand studio et elle se fait copieusement insulter par un collaborateur et on voit quelles sont ses réactions, qui vont visiblement plaire à Fritz Lang puisqu'il va l'engager. Elle deviendra une véritable star et elle aura une carrière d'une dizaine d'années par la suite. C'est aussi le cas pour Gustav Fröhlich qui va jouer donc Freder, son binôme, et qui en réalité n'est pas du tout destiné à avoir ce rôle au départ. Fritz Lang était parti pour travailler avec un des acteurs du Faust de Murnau et au bout de quelques temps, il se rend compte que ça ne va pas lui convenir et c'est Thea von Harbou qui, parmi les figurants, repère Gustav Fröhlich, dont le visage lui correspond bien et il va donc violemment être propulsé de figurant à premier rôle. Enfin, pour le rôle du père, c'est Alfred Abel, qui est vraiment à l'époque au sommet de sa gloire, qui va incarner donc le père de Gustav Fröhlich. Il a déjà joué dans le Docteur Mabuse de Fritz Lang, et c'est un acteur qui va apporter tout son caractère très sombre et autoritaire avec un certain brio. Il faut noter que les deux acteurs, donc Alfred Abel et Brigitte Helm, se retrouveront l'année suivante devant la caméra de Marcel L'Herbier, cinéaste français, pour L'Argent, adaptation du roman d'Émile Zola, qui est un film assez incroyable et qui est lui aussi assez pharaonique et qui pour le coup reprend pas mal des concepts de la caméra déchaînée et donc ils joueront ensemble cette adaptation-là que je vous recommande vivement. Le tournage commence en mai 1925 et va durer 17 mois, jusqu'en octobre 1926. C'est un tournage sur lequel on va volontiers convier la presse et on va beaucoup communiquer. Eisenstein notamment va rejoindre le tournage, à un moment il va venir le visiter et il aura d'ailleurs un regard assez critique sur les méthodes de Fritz Lang qu'il jugera tyranniques. Et un autre collaborateur, qui à l'époque n'est pas du tout connu, viendra un petit peu visiter le plateau. À l'époque, c'est juste un assistant réalisateur sur le décor, mais il travaille dans la salle d'à côté. Il s'agit d'Alfred Hitchcock qui viendra pointer le bout de son nez et regarder un petit peu le travail en question. Dans la stratégie de communication, on va multiplier les chiffres. Vous avez peut-être vu assez récemment la manière dont les studios Pathé avaient présenté la production pharaonique du diptyque des Trois Mousquetaires. On montrait, à force d'affiches, le nombre de chevaux, de décors, etc., etc. Et bien en fait, on procède exactement de la même manière. On va beaucoup communiquer sur la dimension exceptionnelle de ce projet. On va parler du fait qu'on a 756 acteurs, 26 000 figurants dans lesquels on retrouvera 11 000 femmes mais 750 enfants et ça va aller jusqu'à 500 maquettes. On comptera même le nombre de chauves. On vous annonce qu'il y a 1100 chauves qui sont conviés dans le film. On les retrouve notamment au moment de toute la séquence sur la tour de Babel et donc on est très fiers de ce tournage absolument pharaonique. Hormis la longueur du projet, c'est évidemment au niveau des effets visuels qu'il va y avoir un très grand travail de la part de Fritz Lang et de ses collaborateurs. Il y a trois grands éléments qui vont être mobilisés. Le premier, c'est justement de créer des décors qui soient suffisamment démesurés. Et pour ça, on va mettre en place ce qu'on appelle l'effet shiftant, qui consiste à filmer en partie des décors réels et en partie des décors qui sont projetés. La caméra va filmer à travers une vitre et la partie basse concernera les acteurs qui sont réellement filmés dans le fond du studio et devant lesquels on a des décors qui sont matérialisés. C'est notamment le cas dans la scène du stade, dans lequel on voit les élites tout au début du film. Ce sera aussi dans la cité ouvrière, où vous avez cette place centrale avec le gong et puis tous les bâtiments autour. Eh bien, la partie basse est un réel décor, tandis que la partie haute est en fait une projection qui a été faite derrière la caméra par un système de miroir. Donc en réalité, la partie haute de la vitre à travers laquelle on filme est un miroir qui reproduit par un angle savamment étudié et qui est raccord avec évidemment la partie basse, une maquette réduite à 10 voire 20 fois plus petit et sur laquelle on va pouvoir projeter le décor. Ce qui fait que souvent on va avoir des démesures absolument grandioses. Autre élément qui va beaucoup être travaillé, ça va être toute la question des maquettes. Vous avez notamment la nouvelle tour de Babel où on va travailler. Aujourd'hui, on a le sentiment, il y a certains plans qui ne sont que dessinés, mais en réalité, quand on regarde, il y a aussi des plans qui sont animés. Vous avez des néons qui s'allument, vous avez des lumières à l'intérieur des fenêtres. Et tous ces éléments-là, c'est de l'image par image. Vous avez 2100 images et 8 jours de tournage pour quelques secondes, une dizaine de secondes à l'écran pour ce qui est de cette fameuse tour. Et vous avez aussi cette scène grandiose où on voit sur différents niveaux les avions, les passants
à pied et les voitures. Et là, on est sur la technique du stop motion, où les opérateurs font avancer de quelques millimètres 300 maquettes de voitures entre chaque prise de vue, qu'on fait ensuite défiler à 24 images secondes. Et là, c'est la même chose, on a plus d'une semaine de tournage pour un plan qui durera un petit peu moins d'une minute à l'écran. Donc tous ces éléments-là vont faire qu'effectivement, il y a une très grande équipe qui est mobilisée. Une autre scène qui impressionne beaucoup à l'époque, c'est celle durant laquelle Fredersen va passer un appel vidéo au contremaître. Dans cette scène, qui aujourd'hui nous paraît absolument banale, et que d'ailleurs Chaplin a reproduit en 1936 dans toute la scène d'usine dans les temps modernes, eh bien vous avez donc un écran dans lequel on voit en interaction le contremaître qui réagit aux ordres de son patron. En fait, on n'a pas de téléviseur, évidemment, à cette époque-là, et ce qui a été fait, tout simplement, c'est que derrière, en contrebas de cet écran, eh bien, on projette réellement, par le biais d'un projecteur, l'image sur un écran de toile qui est face au personnage. Et donc, il y a un système de synchronisation du projecteur et de la caméra en même temps pour qu'ils interagissent au même rythme. Donc là aussi, pour une scène assez courte, ça va mobiliser une technique extrêmement importante et surtout innovante. Le tournage est un tournage éprouvant et un tournage, comme on l'a dit, sur lequel Fritz Lang va être particulièrement tyrannique. C'est quelqu'un qui est exigeant, c'est quelqu'un qui est très résistant à la fatigue et qui est totalement perfectionniste. Résultat des courses, eh bien, il va en faire baver à ses collaborateurs, au premier rang desquels, évidemment, ses comédiens. Brigitte Helm, qui est de loin la plus présente à l'écran, va subir à peu près toutes les souffrances imaginables. Elle va devoir souffrir de l'eau, puisqu'elle passera plus de 3 semaines sous des trompes d'eau à devoir résister au froid, parce que, et les enfants avec elle, on se retrouve dans des conditions où ils filment à l'automne, l'eau n'est pas chauffée, parce que sinon, au niveau de tout ce qui est la vapeur, eh ben, ça ne permettra pas les prises de vue souhaitées. Et donc, elle va devoir gérer cette souffrance-là. Il en ira de même par le feu, puisque, à un moment, sa robe va commencer à prendre feu lorsqu'elle est sur le bûcher en tant que fausse Maria. Et c'est aussi durant la scène où elle est poursuivie par Rotwang dans les catacombes, où ça va être particulièrement éprouvant parce que Fritz Lang va multiplier les chorégraphies en essayant de voir quels sont les gestes et les déplacements dans l'obscurité qui sont les plus intéressants. Et comme vous l'avez constaté au visionnage du film, elle se cogne à chaque fois contre les parois, et notamment souvent dans le noir. Et en fait, elle va être couverte de bleu, et sans réelle pitié pour elle, Fritz Lang la fera recommencer inlassablement. Elle souffrira aussi beaucoup lors de la scène où elle est suspendue à la corde de la cloche de la cathédrale, qui est quand même là aussi une scène vraiment acrobatique et pour laquelle elle n'est pas doublée. Tous les figurants eux-mêmes vont être soumis à rude épreuve, puisque outre les enfants qui sont débauchés des quartiers pauvres de Berlin et qu'on ramène en masse pour pouvoir tourner ces scènes-là, vous avez toute la scène de la machinerie, dans laquelle les ouvriers sont torse nus, là tournés en plein hiver. On a des émanations toxiques, on a des gaz, on a des câbles électriques, et là aussi, Fritz Lang n'est jamais véritablement satisfait de ses prises, et Erich Pommer, qui évidemment supervise le tout, va avoir tendance à exagérer la qualité des rushs en disant qu'ils sont absolument exceptionnels et qu'il faut passer à la séquence suivante, tout simplement pour éviter une mutinerie de la part des très nombreux figurants qui reproduit ironiquement les tensions qui sont justement le sujet même du film entre un patron tyrannique et la masse salariale à son service. Et donc le film va accumuler des retards, va accumuler aussi beaucoup de dépassements de budget. Parce qu'en plus, Fritz Lang, très exigeant et prévoyant, tourne avec plusieurs caméras et veut systématiquement avoir 3 bonnes prises pour pouvoir avoir de la matière pour le montage. Le montage commence durant le film et il aboutit à un total qui va durer 153 minutes pour la première. En réalité, le soir de la première, le film dure 140 minutes parce qu'on augmente un petit peu la cadence, c'est quelque chose qui se fait pas mal à l'époque. On fait une cadence de 28 images secondes et donc la projection sera un petit peu plus courte. Mais le vrai problème, ça va être quand on va donner le négatif aux Américains. Les Américains, fidèles à eux-mêmes, lorsqu'ils voient arriver un film qui dépasse les 2h30, se disent que ça va être un problème en termes de rendement et de nombre de projections par jour. C'est très simple, moins de projections égale moins de rentrées, et on sait très bien qu'un film, surtout un film de ce type-là, qui est censé être un événement, doit être le plus possible projeté dans les premières semaines d'exploitation. Résultat des courses, tout simplement, le concept même de Final Cut n'existe absolument pas à ce moment-là, on coupe. Et la Paramount prend le négatif et elle va engager quelqu'un qui s'appelle Channing Pollock en lui disant il faut réduire ça et débrouillez-vous pour que ça tienne la route.
Channing Pollock qui va carrément réécrire un certain nombre d'éléments du récit pour que ça puisse tenir, parce qu'on va enlever tout un pan du récit. Le personnage de Fritz Rapp, cette espèce d'espion un petit peu étrange, est complètement sabordé, il apparaît quasiment plus, et toute l'intrigue entre Rothwang et Fredersen sur la question de Hel, la mère de Freder, là aussi est passée à la trappe. On pense notamment que c'est parce que le prénom Hel, H-E-L, peut renvoyer à Hell avec 2 L, l'enfer aux États-Unis, et qu'on a peur qu'il y ait des confusions. En tout cas, toute cette partie-là est complètement coupée. Et donc le film est amputé d'un quart et va susciter des réactions extrêmement mitigées. Et c'est là l'un des grands problèmes de ce film qui s'inscrit dans cette triste tradition des films massacrés par les studios, c'est qu'aux États-Unis, il est donc uniquement exploitable sous cette version-là, et en fait, il va revenir aussi comme ça en Allemagne. Parce que Pommer va être dégagé de la UFA, c'est Fritz Lang qui devra reprendre les négociations pour les dépassements de budget, et qui d'ailleurs, à la suite du film, créera sa propre maison de production pour ne plus avoir à dépendre justement de ce type d'instance. Et le président même de la UFA va changer. Et c'est quelqu'un qui sera finalement assez convaincu que le montage américain, dans lequel notamment on essaye d'effacer des idées qui pourraient être considérées un petit peu comme gauchistes, lui va très bien, puisque ce nouveau président est quelqu'un qui a des sympathies d'extrême droite qui vont largement essaimer par la suite en Allemagne, et il va donc retirer la copie originale des salles allemandes et mettre l'américaine à la place. Ce qui fait qu'en fait, il y a très peu de gens qui ont vu le montage originel du film. Le film va avoir un accueil vraiment mitigé. La critique, en fait, a tellement attendu le film et il y a eu une telle campagne de promotion qu'on sort un petit peu les couteaux au moment où il arrive, avec un reproche qu'on peut encore faire aujourd'hui pour ce type de méga production, c'est de le considérer comme un blockbuster qui certes visuellement est assez époustouflant, mais qui sur le fond serait relativement mièvre, un peu confus, on peut le comprendre avec ce montage complètement charcuté, et finalement pas très intéressant. C'est H.G. Wells qui, dans le New York Times, va faire un article à charge assez terrible, qui est l'un des pères de la science-fiction en littérature, et qui va écrire un article dans lequel il dit « J'ai récemment vu le plus idiot des films ». Voilà comment commence l'article, et toute la suite, assez longue et assez développée, va expliquer que le film est absolument ridicule, et le principal reproche que fait Wells, c'est de projeter un film qui est de science-fiction et qui projette un monde qui aura lieu dans 100 ans, et dans lequel on retrouve toute l'imagerie, en réalité, de 1927. Des voitures, des avions qui sont exactement les mêmes, et voire une ville qui n'est pas totalement novatrice. Et c'est un motif assez intéressant parce qu'en réalité, ça montre un certain nombre de malentendus quant à ce qu'a réellement voulu mettre en place Fritz Lang. Le film est un échec critique et un échec aussi public. Si on fait le bilan des courses, le film avait été budgété à 800 000 Deutschmark. Il finira par en coûter 5 millions, ce qui est un dépassement absolument colossal. Et surtout, il en rapporte 75 000 lors de son exploitation. Donc c'est un désastre financier sans commune mesure. Aux États-Unis, c'est à peu près la même chose, et le film va devenir un film un petit peu maudit. Et surtout, un film dont on ne va pas retrouver le montage originel. Et pendant des décennies, 80 ans en réalité, eh bien, certains restaurateurs, certains historiens du cinéma tentent de retrouver ça et là des petits morceaux de films, mais il va falloir attendre une découverte majeure en 2010 au Musée du cinéma de Buenos Aires, où là, on retrouve les 30 minutes manquantes et on les intègre au montage original. Malheureusement, c'est une copie, en plus en 16 mm, et elle est dans un très mauvais état, et comme on n'a pas le négatif original, la restauration est extrêmement limitée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on voit le film, ça nous propose un regard assez archéologique en fait sur l'histoire du film, puisque on voit très bien la différence entre le négatif original qui est superbement restauré et ces parties ajoutées dont on n'a pas les originaux et qui sont complètement rayées et dans des formats réduits. En tout cas, ça nous permet de voir qu'est-ce qui a été ajouté et qu'est-ce qui manquait. Et c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de pans de l'histoire qui ont retrouvé leur place. On n'est pas dans une version absolument définitive. On sait qu'il manque certains plans. Il y a quelques cartons qui viennent résumer. Mais en tout cas, on est très proche de ce qu'avait souhaité Fritz Lang au moment de sa sortie. Le premier aspect sur lequel on peut justement proposer quelques analyses sur le film, c'est évidemment la question du blockbuster. C'est un terme qui n'existe pas encore à l'époque, mais il faut bien comprendre qu'on est dans les dernières années du cinéma muet et qu'en réalité, c'est pas quelque chose de totalement
novateur et inédit. Si on regarde la seule année 1927, vous avez une série de films qui montrent justement à quel degré de maturité on est arrivé en termes de spectacle et de moyens dans l'industrie du cinéma. En France, on a le Napoléon d'Abel Gance, qui est un film absolument colossal, qui dure 7 heures, et d'ailleurs, on va attendre encore quelques mois, mais ça fait 15 ans qu'une restauration est en cours pour ce film, et ça va être un véritable événement, puisqu'elle va enfin sortir cet été. Mais aux États-Unis, vous allez avoir Le Roi des Rois de Cécile B. DeMille, qui est une espèce de péplum biblique avec de très nombreux figurants. Vous retrouverez aussi un film qu'on a projeté il y a 2 ans au Ciné-Club, qui est L'Aurore de Murnau. Alors c'est certes pas un film historique avec des centaines de figurants, quoique, mais dans son ambition, dans la reconstitution entière de cette ville, il y a une très grande débauche de moyens qui est développée, et c'est un film qui a coûté extrêmement cher. Et enfin, dans le régime soviétique, on a Octobre d'Eisenstein, toujours en 1927, qui là aussi convoque de très nombreux figurants pour reconstituer l'histoire et les origines du régime soviétique. Donc c'est quelque chose qui est largement mis en place à l'époque. Metropolis, et c'est en ça que c'est intéressant, et c'est en ça qu'il y a un certain nombre de malentendus aussi par rapport au film, c'est certes un film de science-fiction, mais c'est aussi et surtout un film qui en réalité, tout en prétendant être futuriste, est un film fondateur et en réalité mythologique, dans lequel on va avoir un syncrétisme qui va aller puiser dans très nombreuses références. La première, bien entendu, c'est celle de la Bible, qui est encore plus développée d'ailleurs dans le roman originel de Thea von Harbou, mais dans lequel on va retrouver un très très grand nombre de symboles. Si vous regardez ne serait-ce que les prénoms des personnages, Maria, Josaphat, le personnage joué par Freder est clairement une sorte d'élu qu'on va retrouver dans une position qui est très clairement celle de la crucifixion sur les aiguilles de cette horloge. D'ailleurs, la Bible est explicitement citée. C'est aussi en ça que c'est intéressant, parce qu'on est dans un monde qui est un monde, une sorte de dystopie, mais dans laquelle il y aurait une forme de survivance de la Bible dans ses croix, dans les catacombes. La Bible est citée en tant que telle, on voit le livre, et vous avez tout ce passage sur Babel, qui reconvoque évidemment une mythologie très connue, et c'est le cas aussi de Moloch, cette créature qui va dévorer les ouvriers, et qui là aussi renvoie à des chapitres de l'Ancien Testament. Mais on a quand même des pas de côté, on n'est pas dans une réécriture totale de ce que pourrait être l'Ancien ou le Nouveau Testament, puisque si vous regardez, le rapport entre l'élu et son père est un rapport éminemment problématique, ce qui n'est pas du tout le cas dans la religion chrétienne. On se révolte contre le père, et de la même façon, le mythe de la tour de Babel est revisité, puisque ce n'est pas Dieu qui détruit la ville, mais là, ce sont les artisans mêmes qui contribuent à la destruction. D'un point de vue mythologique et des différentes sources littéraires, on va aussi retrouver des influences diverses, que ce soit pour le personnage de la création du vivant, le Frankenstein de Mary Shelley, mais aussi L'aide future de Villiers de l'Isle-Adam, cette création d'une femme artificielle, ou alors encore, dans une influence plus proche du cinéma allemand, le Golem, avec cette création d'une créature qui échappe à sa créateur, et qui sera un des moments aussi phares du cinéma expressionniste allemand. Enfin, on peut aussi voir une certaine influence d'un film sorti aux États-Unis en 1923 de Wallace Worsley, qui est l'adaptation de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, qui a beaucoup impressionné là aussi dans tous les décors. Et c'est vrai que toute la séquence finale, avec les gargouilles, la cathédrale, le peuple en bas, l'assaut, etc., peut vraiment renvoyer à bien des séquences de ce film, et on peut faire pas mal de parallèles, et c'est une influence supplémentaire à ajouter au film. Il faut aussi évoquer quelque chose d'assez particulier, c'est que Fritz Lang a pris ses distances avec le film. Alors, il faut bien entendu remettre tout ça dans un contexte historique très singulier. En 1933, après la sortie de M. le Maudit, avec l'arrivée du Troisième Reich au pouvoir, Goebbels convoque Fritz Lang et lui propose de diriger clairement le cinéma allemand. Et qui dit diriger le cinéma allemand, dit évidemment mettre en place la propagande. C'est quelque chose qui va évidemment effrayer Fritz Lang, et là aussi Fritz Lang, fidèle à ses légendes un petit peu, prétend que le jour même, il est parti en laissant tout en plan. En réalité, ça a été un petit peu plus complexe que ça. Les biographes de Fritz Lang ont eu accès à son passeport et ont vu qu'il a fait pas mal d'allées et venues entre l'Allemagne, la France, avant de partir définitivement aux États-Unis, et il aurait même un petit peu hésité. Toujours est-il qu'il décide d'émigrer aux États-Unis, et à partir de là, il commence une nouvelle vie. Et une nouvelle vie qui est en rupture totale avec ce qui est en train de se passer en Allemagne. Fritz Lang va faire une série de films dans lesquels il va clairement nourrir la propagande américaine anti-nazie, et il s'agit aussi de se positionner. Parce que Thea von Harbou reste en Allemagne, et elle adhère clairement au parti nazi. Donc,
Fritz Lang, lorsqu'il est interrogé sur ce film-là dans les années qui suivent, est très mal à l'aise par rapport à ce film et il le renie surtout pour un élément, c'est sa fin. Il dit qu'il déteste la fin du film, qu'elle ne fonctionne pas et qu'il ne l'a d'ailleurs jamais cautionnée. Like Metropolis when I was shooting it, and I told it to you already. I didn't like it when I finished it, because I think the end, the go between capital brain and hand. The workers should be the hard was too easy. Simplistic, you say? Huh? You feel now it's too simplistic. Or you felt... Too simple. Alors il faut effectivement parler de cette fin parce qu'elle est, d'un point de vue idéologique, assez ambivalente. Thea von Harbou, très clairement, n'est pas une marxiste et il ne faut pas aller voir un film qu'aurait pu réaliser Eisenstein quand on regarde Metropolis. Pourtant, on voit les masses laborieuses qui se soulèvent et des revendications totalement légitimes de leur part, mais en réalité, la fin du film met en place une morale assez particulière. Thea von Harbou est bien entendu contre le système communiste et elle n'est pas pour autant non plus du côté d'un individualisme forcené libéral comme le partagent les Américains. Elle propose une sorte de morale dans laquelle on a un médiateur, le cœur, entre le cerveau et les bras, qui viendrait créer une forme de bonne entente entre les deux. Mais si on regarde, en réalité, elle propose surtout que chacun reste à sa place. Et c'est là que ça devient un petit peu intéressant et que c'est quelque chose que les nazis trouveront tout à fait propre à leur idéologie, à savoir que la personnalité de Fredersen, à la fin, est celui qui comprend ce dont a besoin le peuple pour qu'on s'apitoie un petit peu sur son sort, qu'on lui serre la main, mais que surtout on ne lui propose pas de solution de s'abstraire de sa condition. Et il y a un essai très important qui est paru en 1947 et qui s'appelle De Caligari à Hitler de Krakauer, un célèbre critique allemand, et qui explique comment l'expressionnisme allemand et cette esthétique-là, qui commence dans les années 20, eh bien, préparait le terrain de ce que serait l'idéologie allemande et dans lequel on peut déceler un inconscient collectif qui préparerait à ce totalitarisme-là. Et il explique que pour lui, très clairement, le personnage de Fredersen est quelqu'un qui, contrairement à ce que pourrait laisser entendre le dénouement, a compris comment manipuler les masses et en faisant de cette attitude paternelle, il passe par un médiateur qui fait mine de les écouter avec un regard extrêmement bienveillant, mais en réalité, rien ne va véritablement changer. Et c'est de ça que très clairement Fritz Lang veut se défaire, tout comme il doit acter cette rupture avec Thea von Harbou, et c'est la raison aussi pour laquelle il prend nettement ses distances par rapport au film. Et c'est ce qui va conduire aussi à la postérité assez singulière de ce film-là. C'est que, en réalité, il faut se demander quel est son intérêt, qu'est-ce qui plaît, quelle est sa place, en fait, dans l'histoire du cinéma. Et en fait, c'est là que ça devient intéressant, c'est que il y a eu une sorte de consensus qui s'est mis en place et qui détermine qu'en réalité, tous les défauts du film viennent de l'écriture, Thea von Harbou, la méchante nazie qui est restée à domicile, et les qualités seraient les qualités visuelles. Buñuel le dit notamment au moment de sa sortie, il parle d'un film qui serait une espèce de créature siamoise, dans laquelle on a un ensemble un peu pompeux, un peu pompier, voire mièvre, et de l'autre côté, esthétiquement, des choses absolument miraculeuses. Et cette dimension-là, elle est évidemment à resituer par rapport au mouvement expressionniste. Alors, Fritz Lang n'appréciait pas particulièrement d'être assimilé à ce mouvement-là parce que, comme tout artiste avec un ego surdimensionné, il pensait avoir son propre univers et il n'avait pas envie d'être au service de quelque chose qui pourrait le contenir. Il n'en demeure pas moins que, clairement, on a une tradition du cinéma expressionnisme qui est née en 1920 avec donc le cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene, et qui trouverait son apogée et s'achèverait dès 1927, donc c'est une période relativement courte, avec le film Metropolis. Cet expressionnisme, on va le retrouver sur un certain nombre de critères. Le premier, c'est celui du jeu relativement outré des personnages, notamment des jeunes premiers, le couple Maria-Freder, dans lequel on va avoir de très grands mouvements de bras, des corps qui sont un petit peu torturés, des yeux exorbités, des postures très forte, expressive, et qui donne une incarnation de ce qu'était à l'époque quelque chose qui sera évoqué plus tard, notamment dans un film qu'on a eu l'occasion de présenter ici au Ciné Club, et qui est Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder, dans lequel le personnage de Norma Desmond, une star déchue du muet, qui n'a pas réussi à passer le cap. Et là, on voit justement ce que c'est que ce jeu très théâtralisé, très extrême, et qui a vocation à se tarir par la suite.
Mais ces motifs de l'expressionnisme, on les retrouve aussi dans des thématiques. Celle, bien entendu, de l'interaction à chaque fois entre un personnage et son milieu. Et ça, on va le retrouver dans toute cette façon de montrer les ouvriers qui sont des éléments de la machine. Cette ouverture sur les pistons et les engrenages, eh bien, elle prend réellement tout son accomplissement dans la manière dont on va présenter ces personnages rectilignes qui vont tête baissée au travail et qui font partie intégrante de la machine. Ils sont dévorés par le Moloch. Vous avez bien entendu aussi cette fusion entre Freder et les aiguilles de l'horloge. Et tous ces éléments-là participent à une vision dans laquelle on a une osmose totale entre les êtres humains qui perdent leur humanité et cette gigantesque machine qu'est la ville. Et on retrouve aussi cet élément dans l'emprise qu'on a systématiquement entre les personnages. Si vous regardez le personnage de Rotwang, c'est celui qui est complètement obsédé par Hel, donc cette fameuse femme qu'il a aimée, mais qui va reporter cette obsession sur le personnage de Maria, et Maria elle-même va hypnotiser tous les gens auxquels elle s'adresse, que ce soit quand elle est cette sainte qui arrive et présente les enfants à l'élite, qui parle dans les catacombes, et puis qui ensuite, évidemment, par le biais de la fausse Maria, va là aussi générer des réactions extatiques et de véritables hypnoses de la part des foules. Et cet élément-là, on le retrouve dans un autre système esthétique qui est celui de ces espèces de mosaïques que vous trouvez à plusieurs reprises, où il s'agissait à l'époque, quand on faisait ces surimpressions, en fait on rembobinait la pellicule et on refilmait par-dessus systématiquement pour rajouter des éléments. Et donc on a cette image mouvante, on a des éléments qui sont assez étonnants et qui créent aussi une esthétique qu'on va retrouver dans les cartons eux-mêmes. La manière dont Moloch apparaît par exemple, dont le titre Metropolis apparaît à l'écran, il y a une véritable animation dans l'écriture elle-même. Et bien entendu, le dernier point sur lequel on est véritablement dans l'expressionnisme, ce sera le rapport des personnages à l'espace, puisque ça c'est vraiment, je pense, la plus grande postérité du mouvement, c'est qu'on retrouve dans un grand nombre de films après coup, c'est justement montrer comment les sentiments des personnages vont trouver une résonance dans les décors autour d'eux, et là on le retrouve dans des plans obliques, on le retrouve aussi dans ces ombres portées, toute la scène des catacombes et la fuite de Maria qui est poursuivi par Rotwang, par exemple, mais aussi tous ces motifs des escaliers et cette manière dont les petites silhouettes se perdent dans des décors qui sont trop vastes pour eux. On peut évidemment pas parler de l'espace sans évoquer le thème majeur de Metropolis, qu'est l'architecture. Toujours fidèle à ces légendes, Fritz Lang prétendait que son père avait été architecte et que lui-même avait entrepris des études. La réalité est un petit peu plus nuancée. Son père était entrepreneur dans le bâtiment et lui, il a eu un petit semestre sporadique de fréquentation des études d'architecte. Il n'en demeure pas moins que c'est un thème qui est très présent dans son œuvre et qu'il affectionne beaucoup. De ce point de vue-là, Metropolis, c'est le film justement sur la symbolique architecturale qui vous propose un monde extrêmement binaire entre d'un côté la cité futuriste qui montrerait où on en est en termes de civilisation, et le bas de la ville, beaucoup plus organique, qui là aussi renvoie à des époques qui sont beaucoup plus lointaines. Vous avez cette maison médiévale de Rotwang, par exemple, ces catacombes, qui vous montrent une ville comme une espèce de palimpseste dans lequel les époques s'accumulent les unes aux autres. La première chose à dire par rapport à ça, c'est que on est en 1925-27, et très clairement, Fritz Lang propose un discours qui est assez à rebours de l'enthousiasme généralisé. On n'est pas loin de l'époque du futurisme dans lequel on a un regard absolument extatique sur ce progrès et on met toute sa foi dans la machine et dans l'industrialisation. Et là, pour le coup, on vous montre au contraire quelque chose qui va être dévorateur et qui va aliéner les hommes. Et c'est un discours qui est à rebours de la doxa de l'époque. C'est une architecture qui, elle-même, comme pour les influences de Thea von Harbou dans son écriture, est aussi totalement syncrétique. C'est-à-dire qu'on va vraiment retrouver plusieurs éléments qui renvoient à la fois, donc, on l'a vu, à l'imagerie de New York et donc d'un monde contemporain, mais aussi des imageries beaucoup plus anciennes, avec Moloch, qui est une citation évidemment de l'Ancien Testament, mais aussi du Peplum Cabiria de Pastrone en 1917, et la tour de Babel, elle, est une reproduction directe du tableau de Bruegel l'Ancien, dans lequel on a justement cette tour qui va être reproduite sous forme de maquette. Donc là aussi, on n'est pas uniquement dans une architecture
d'architecture futuriste et de science-fiction, mais il y a aussi une manière d'aller voir tout ce qui a pu déjà être fait et naviguer entre les époques. D'autre part, sur le plan architectural, il convient de préciser qu'il y a quelque chose qui est déterminant dans l'écriture et qui passe par l'idée d'un récit initiatique. Dans le film, le personnage de Fred Air ouvre les yeux au moment où une porte s'ouvre et Maria apparaît avec les enfants dans le jardin des délices. Il est dans une occupation totalement frivole et il ouvre les yeux. Et à partir du moment où cette porte s'ouvre, eh bien, il va ouvrir une série de portes. Il va suivre Maria et ensuite il va ouvrir la porte du bureau de son père et à partir de là, il va y avoir une série de passages au niveau architectural qui va aussi passer dans un second temps par les escaliers. Tout le film va fonctionner sur un principe de communication verticale, horizontale, dans lequel il ne va cesser de créer des parcours. On le voit d'ailleurs, ça va très loin, puisque la partie où il va chez Rotvang, il va se retrouver face à toutes ces portes qui se ferment et s'ouvrent comme par magie, et il se retrouve dans une situation où c'est une des épreuves qui lui est soumise, de devoir attendre dans un sas avant de prendre la décision qui consistera à ouvrir la trappe pour descendre encore plus loin et avancer de ce fait dans le récit. Et c'est là que le film aussi prend un nouvel essor, parce que contrairement à cette binarité d'un monde du haut et d'un monde du bas, c'est un film qui ne va cesser de jouer sur les oppositions et les ambiguïtés. Les thématiques qu'on retrouve en opposition sont celles par exemple de la science et de la foi, mais aussi de la magie, l'occultisme qui s'oppose au rationalisme industriel, et même quand on regarde la différente répartition des lieux, on se rend compte que ça n'est jamais aussi manichéen que cela. On retrouve des éléments de nature dans la construction très kitsch et artificielle des jardins des délices en hauteur, par exemple. De la même manière, vous avez en bas des lieux qui pourraient être associés à l'innocence et aux classes laborieuses victimes des élites, mais en réalité, en contrepoint des lieux saints que sont les catacombes, on va retrouver Yoshiwara, encore là en plus un emprunt à la langue japonaise, pour le lieu de tous les vices. Donc à chaque fois, on a des cohabitations de lieux qui semblent contraires. Et c'est valable aussi pour les personnages qui sont sans cesse déchirés entre différents pôles. Rotvang qui est entre elle et Maria. Maria qui aura évidemment à la fois le rôle de la sainte et ensuite de celle de la prostituée de Babylone qui va rendre les foules complètement folles. Et le film va jouer en permanence de ces oppositions-là. La machine elle-même, que nous pensons être justement le symbole de la modernité, est associée à Moloch, donc une créature des anciens temps, et là aussi, vous avez celle qui dévore, et de l'autre côté, vous allez avoir celle qui crée la vie, la machine-cœur de la cité. Donc là aussi, on joue à chaque fois sur des contrepoints qui sont complémentaires et nécessaires. Cette question de l'ambivalence, on va la retrouver dans le montage alterné. Si on regarde la manière dont le récit est construit, il y a un très beau travail sur le montage et sur les récits qui cohabitent. On le voit déjà dans la dessinée de Fred Air, qui à chaque fois explore des motifs que son père regarde dans le bureau. Vous avez le motif par exemple de l'horloge qui est dans le bureau du père et dans laquelle lui va devoir travailler. Et on voit comment il expérimente par le corps ce que son père considère comme une abstraction. De la même manière, le plan qu'il tient violemment dans ses mains est un élément qui va être ausculté de manière extrêmement rationnelle par Rotvang et son père de leur côté. Donc on joue sur ces motifs qu'on va retrouver en écho entre une réalité et une autre, sachant évidemment que le fils, dans le monde du bas, voit ce qu'est la réelle vie qui n'est plus du tout perçue par les élites qui sont déconnectées de la réalité. Et cette idée-là va se retrouver dans un certain nombre de motifs où on va travailler des éléments qui vont permettre d'aller d'un endroit à un autre, et on le retrouve dans le motif du cercle. Le cercle est un motif géométrique qu'on retrouve à de très nombreuses reprises, que ce soit dans la figure du gong qu'on va avoir à la fin, mais aussi évidemment les horloges. C'est pareil pour toutes les lumières qui entourent le robot, pour un certain nombre d'accessoires des machines, les générateurs, les chaudières, etc. À chaque fois, c'est des éléments qui viennent faire circuler l'énergie de la même façon qu'on fait circuler le personnage de Fred Air à travers les différentes couches. Et cette imagerie-là, on va la retrouver dans des personnages qui sont secondaires et qui vont avoir un rôle assez déterminant et parfaitement inattendu. Si vous regardez, ce sont eux les réels médiateurs. Vous avez le personnage de Fritz Rapp, qui donc est celui qui va toujours dans les bas-fonds travailler pour l'éminence grise qui est dans les hauteurs, et c'est lui qui rendra attentif subitement le père qu'est Fredersen, qui dit « mais j'ai peur de ce qui peut arriver à mon fils », il dit « mais ils vont être très nombreux à se demander ce qu'est devenu leur enfant ». Et en parallèle, vous avez de nouveau en montage alterné le personnage du contremaître qui dit à tous ceux qui sont complètement obnubilés dans une espèce de carmagnole où il lance sur les cendres:
Où sont vos enfants? Donc ces deux éléments-là montrent justement toujours une volonté d'aller au-delà de la simple binarité du récit qu'on a considéré comme peut-être un peu plus pauvre qu'il ne l'est en réalité. Parce que au sein de cette structure, ce que Fritz Lang veut mettre en place, c'est la question de la dynamique et du mouvement. Si on regarde le récit, comme on l'a dit, ce sont des ouvertures de cloisons, mais c'est aussi l'idée de certains éléments qui vont faire que les cloisons ne vont pas tenir. Vous avez la machine qui s'emballe et qui explose. Vous avez Maria, la personne industrielle, la personne fabriquée artificiellement, qui elle-même va incarner une sorte de balance qui va fusionner la machine et l'homme et qui va faire que tout va s'emballer et va se dérégler. Et la grande dynamique du film consiste à passer des individus à la foule. D'abord une foule extrêmement disciplinée, rectiligne, comme on a pu le voir, et qui progressivement, sous l'emprise de Maria, va laisser des instincts se réveiller progressivement. Et là aussi, c'est intéressant de voir que la fausse Maria commence d'abord par aller du côté des riches. C'est-à-dire que l'impact qu'elle a dans les milieux de Yoshiwara, dans cette espèce de vision totalement apocalyptique de la prostituée de Babylone, eh bien, elle va réveiller des instincts qui vont ensuite mettre en place une dynamique qu'on va retrouver chez les différents éléments du peuple. Les enfants qui sont des victimes au départ très immobiles quand ils arrivent dans les jardins des délices. Ensuite, vous allez avoir les enfants sous la proie de la panique, et le peuple qui va être un peuple soit dans un discours d'amour, puis dans un discours de haine, et on va passer de la déesse au démon, et enfin à la sorcière qui elle-même va déclencher une haine. Et là aussi, on est dans une vision assez ambivalente, parce que si on regarde, le peuple ne cesse d'aller d'une influence à une autre, et être à chaque fois dans une espèce de laisser-aller, où plus rien n'est contrôlable. Et c'est là que le film va prendre un véritable essor et aboutir à quelque chose où on est dans une gradation systématique jusqu'à une vraie convergence. La convergence des foules, c'est par le biais de Maria, la vraie et la fausse, que les deux foules vont se rencontrer, la foule des riches et la foule des pauvres. On va avoir cette conflagration qu'on va retrouver à la fin dans une espèce de catharsis généralisée qui est celle du retour des éléments naturels. Parce qu'on l'a dit, la nature n'était présente que sous forme d'artifice dans les jardins en haut, mais en réalité, les éléments se déchaînent réellement à la fin. Et si vous regardez, la meilleure façon qu'on a visuellement de faire exploser les cloisons, c'est par le retour de ces éléments. Vous avez l'eau qui va exploser les cloisons, on voit vraiment la manière dont ça se soulève, vous avez les geysers de gaz, de vapeur, et enfin évidemment les explosions d'électricité et de feu. Et tout cela fait que ces grandes cloisons, ces grands univers finissent par s'écrouler et revenir à une espèce de terre originelle. Et là, on a vraiment la catastrophe généralisée qui permet d'aboutir à la fameuse destruction de Babel. Toute cette dynamique-là, elle participe à un film qui, et c'est le dernier point le plus intéressant, est profondément musical, même si c'est un film muet. À l'époque de sa sortie, on a convoqué un auteur qui est Gottfried Huppertz, qui a composé 80 minutes de bande originale. À l'époque, on ne compose pas systématiquement, mais c'est le cas évidemment pour les grands films, et qui va mobiliser 66 musiciens le soir de la première. Et d'ailleurs, c'est sur ce sujet-là qu'il y aura les retours les plus positifs concernant la grande partition qui a été proposée. C'est d'ailleurs un film qui, musicalement, a une importance dans sa reconstruction, puisque c'est grâce à la partition originale et les points de synchronisation avec le film qu'on a pu reconstruire le film dans le bon ordre des séquences. Donc c'est vraiment déterminant. Une bande originale qui est extrêmement grandiloquente et dans laquelle, vous l'avez entendu, on convoque souvent la Marseillaise et des modulations sur la Marseillaise au moment où on montre les soulèvements avec cette idée justement de la révolution populaire qui convoque cet imaginaire qui est associé à la Révolution française. Et cette postérité musicale va se poursuivre avec Giorgio Moroder en 1984, qui va proposer une nouvelle version et quelque chose de très original dans l'histoire du cinéma, puisqu'il est fasciné par ce film, et il va en proposer une version colorisée, sonorisée, dans laquelle il va convoquer pour la bande originale tous les groupes phares de l'époque, des années 80, pour proposer une espèce de gigantesque clip dans lequel il ne se préoccupe pas beaucoup de l'histoire, il réduit beaucoup, le film dure 1h23.
il va reconstituer certains plans, mais il va largement contribuer à la restauration du film, puisque lui-même, sur ses propres frais, va financer une restauration du film, trouver des éléments qui étaient un petit peu perdus aux quatre coins du monde. Et avant les trouvailles de Buenos Aires en 2010, il y a quand même cette version-là, qui va largement infuser, et c'est aussi ça qui est intéressant, dans l'imaginaire collectif et la pop culture. Parce que musicalement, eh bien, les stars de l'époque, d'ailleurs Bowie était vraiment très intéressé à l'idée de s'emparer de ce film-là. Giorgio Moroder lui a peu menti en disant qu'il avait les droits, alors que c'était pas encore le cas, mais en tout cas ça a contribué à ce que Bowie le laisse faire. Et on va retrouver dans les groupes de l'époque, donc Queen dans son clip de Radio Gaga reprend toutes les images qu'il avait travaillées avec Giorgio Moroder pour Metropolis, donc on les voit évoluer, on voit le groupe évoluer dans les décors, et puis on retrouvera aussi ça dans Another Brick in the Wall de Alan Parker, ces enfants qui sont sur des tapis roulants et qui sont dévorés par la machine, c'est un peu la même idée, et vous retrouverez un clip de David Fincher, Express Yourself de Madonna, qui est entièrement construit sur l'univers de Metropolis, et d'autres artistes convoqueront cette imagerie-là, que ce soit un peu plus récemment Lady Gaga ou Mylène Farmer dans certains de ses concerts, avec cette imagerie de la combinaison du robot. Combinaison du robot d'ailleurs qui a largement contribué aussi à la souffrance de l'actrice, puisque on avait moulé sur elle, Fritz Lang refusait qu'elle ait une doublure, on avait moulé sur elle un composite entre du bois et du plastique, alors qu'elle était en plus en pleine croissance, et c'était extrêmement raide et étouffant. Elle n'était pas censée pouvoir s'asseoir, il a voulu qu'elle s'asseye, on voit une séquence où elle est assise, et elle s'est évanouie dans ce costume qui était extrêmement contraignant à porter. Un film aussi séminal dans l'histoire de la science-fiction, puisque cet imaginaire d'une ville verticale, on va la retrouver. Alors déjà, graphiquement, le robot C3PO dans Star Wars est directement inspiré de celui de Metropolis, et toutes ces villes qui vont devenir des archétypes. La première influence, c'est évidemment celle sur Blade Runner. Les responsables de la direction artistique de Blade Runner ont toujours clairement reconnu l'influence déterminante de Metropolis, et on le voit à travers cette tour du commissariat et ces pointes qui renvoient à la tour de Babel, qui elle-même, a priori, s'inspire des pointes de la Statue de la Liberté, et on retrouvera ça dans différents films comme Certaines villes-planètes dans Star Wars, Coruscant par exemple, mais aussi Dark City ou Le Cinquième Élément, etc. C'est là aussi qu'on est face à un film très intéressant, parce que c'est un film qui était mal aimé de son époque, qui s'est littéralement autodétruit lors de son exploitation, et en cela on peut complètement le comparer à La Tour de Babel. C'est un film qui justement a péché par excès d'orgueil et d'ambition, qui a été renié par son propre créateur, et qui en réalité a été poursuivi par les autres. Et on est ici face à un film qui a laissé une trace durable dans l'histoire, comme le disait Buñuel, le plus merveilleux livre d'images jamais composé.